2025, on a eu des marchés actions européens qui ont délivré de belles performances. Si on regarde les grands indices généralistes, on est à plus de 20% en zone euro et en Europe. Au-delà de ces bons chiffres, ce qui a été marquant en 2025, ça a véritablement été la dispersion en termes de performance. On a eu des dispersions en termes de performance par pays. On a eu notamment, dans ce qu'on appelait jadis l'Europe périphérique, de très très bonnes performances. Si on regarde l'Italie, on est sur des performances à plus de 35%, ce qui en fait la meilleure performance depuis 1998. Et en Espagne, à plus de 55% de performance, dividendes inclus, ce qui en fait la meilleure performance depuis plus de 30 ans, 1993. En retrait, ça reste encore une fois des belles performances. On a en tête le CAC 40 en France, plus 14% avec les dividendes, c'est une bonne performance. Et en Europe, les marchés qui ont un peu sous-performé, c'est le marché notamment danois. On sait pourquoi. On a le leader mondial du diabète et de l'obésité, Novo Nordisk, qui était il y a 2 ans la première capitalisation européenne, qui a perdu quasiment 50% sur l'année. Donc une forte dispersion en termes de performance sur les pays. Même chose sur les secteurs. Le secteur bancaire est celui qui s'est le plus démarqué avec une performance de plus de 75% en Europe et de plus de 90% en zone euro. Et d'ailleurs, c'est très souvent cette performance sectorielle qui explique la performance des pays, au sens où l'Italie et l'Espagne sont fortement pondérés sur le secteur bancaire. Donc, très bonne performance du secteur bancaire. Ensuite, on a des secteurs qui ont délivré également plus de 30% de performance. On retrouve les utilities, on retrouve l'assurance, les produits de base. Et à l'inverse, en bas de tableau, on retrouve des performances qui sont flat, voire légèrement négatives sur des secteurs comme liés à la consommation, notamment l'alimentation et boissons, ou des secteurs comme la chimie et les médias. Donc une forte dispersion en termes de performance, ce qui fait que quand on regarde en termes de style de gestion, on a eu une très forte surperformance du style value par rapport au style croissance, quasiment 30 points d'écart entre les deux styles de gestion au niveau de la zone euro. Donc voilà, le constat est très positif, encore une fois, des dispersions sur les performances, mais globalement, une année 2025 qui était très bonne. Et de notre côté, dans la gestion mise en place dans la stratégie Core Euro Europe chez Sycomore Asset Management, on a conservé tout au long de l'année cette vision positive. On a même profité des périodes de faiblesse, comme on l'a eu sur la première quinzaine du mois d'avril, après le Liberation Day et les annonces de Trump sur les tarifs, ou au mois de novembre pour renforcer notre exposition. C'est vrai qu'après ces belles performances, et notamment 3 années de hausse sur les marchés actions avec quasiment ou plus de 50% de performance, des marchés actions qui sont au plus haut historique, la question est légitime de savoir quel est en effet le potentiel qui reste aujourd'hui sur le marché actions. Je vais très vite répondre à cette question, faire tomber le suspense. On conserve cette vision positive pour 2026 et notamment sur la première partie de l'année 2026. Et ce qui est intéressant de voir dans le mouvement et le comportement du marché américain, c'est de voir que, encore une fois, j'ai envie de dire malheureusement, l'Europe suit le mouvement initié aux États-Unis. Et ce qui est intéressant de voir sur ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est qu'on a eu 2 ans et demi de très très fort re-rating entre mi-2022 et fin 2024. Si on regarde le S&P 500, le PER est passé de 15 fois à 22 fois. Et l'année dernière, aux États-Unis, en 2025, on a eu une performance du marché américain qui n'a fait que refléter la croissance des résultats des sociétés américaines, et on n'a plus eu ce re-rating. Le PER du S&P 500 a terminé l'année à 22 fois, c'est exactement le niveau qu'il avait fin 2024. Et on fait un peu cette analogie, et c'est un peu le sentiment qu'on a aujourd'hui en termes d'anticipation, c'est que le marché européen est en train de suivre ce mouvement, avec une différence de taille, c'est 1 an de retard. C'est-à-dire que le re-rating européen n'a pas commencé mi-22, mais mi-23. On sait pourquoi. On a eu au printemps 2022 le début du conflit en Ukraine, et notamment les inquiétudes et l'envolée au niveau des prix de l'énergie et du gaz. Donc le re-rating a débuté en Europe avec une année de retard. Et on est passé sur le marché européen donc de 11 fois à 15 fois en fin d'année dernière. Et si ce re-rating se termine, et on pense qu'on arrive sur cette fin de période de re-rating sur le marché américain, on aura eu également 2 années et demie de re-rating sur le marché européen. Et donc, on est en droit de penser qu'en 2026, les marchés européens vont évoluer
en phase avec la croissance des résultats des sociétés européennes. Et dans ce cadre-là, on est très confiant pour dire que 2026, après quand même 3 années de stagnation des résultats des entreprises européennes, 2023, 2024, 2025, on n'a pas vu de croissance sur les résultats malheureusement en Europe, on est très confiant pour dire qu'en 2026, on devrait retrouver une croissance de résultats à 2 chiffres. Aujourd'hui, le consensus est entre 12 et 15%. On peut avoir des révisions à la baisse, mais on est confiant pour dire qu'on aura cette croissance de résultats à 2 chiffres. Et donc, on peut anticiper une performance du marché européen de l'ordre de 10% sur 2026, avec, on pense, une première partie d'année qui sera sans doute un peu plus favorable que la deuxième partie d'année. Et pourquoi on est confiant sur la croissance de ces résultats d'entreprise? Parce qu'on va avoir de la croissance économique, notamment en Europe. Encore une fois, je le rappelle, c'est quasiment 50% des débouchés des sociétés européennes est en Europe. On va avoir une accélération de la reprise économique et de la croissance économique en Europe en 2026. Et donc, on va avoir une augmentation de l'activité, plus en effet, enfin, plus de visibilité par rapport aux incertitudes qu'on a connues l'année dernière, notamment aux États-Unis ou en Chine, dans le cadre des tarifs qui étaient attendus par M. Trump. Donc, confiant pour dire qu'on retrouvera une croissance de l'activité pour les sociétés européennes, avec un effet de levier positif, notamment sur le dollar, comme ce qu'on est en train de voir est en train de se stabiliser, c'est quand même positif. On n'a pas d'inflation de coûts, comme on avait pu le connaître en 2022-2023, des coûts sur les salaires ou des coûts sur les matières premières. Donc, une croissance de l'activité qui devrait se retrouver dans les résultats des entreprises grâce à cet effet de levier. Et il sera important, en effet, pour les marchés actions en 2026, d'avoir et de délivrer cette croissance des résultats. Sur nos convictions, on est totalement cohérent par rapport à ce scénario de marché. C'est-à-dire que vraiment, aujourd'hui, dans nos portefeuilles, on est en train de se positionner et de rechercher des valeurs, des secteurs, des thèmes qui devraient délivrer une forte croissance de résultats en 2026 et donc une croissance à 2 chiffres qui est parfois correctement anticipée par les investisseurs et d'autres fois qui est une croissance qui n'est pas consensuelle. Et donc dans les thématiques qu'on met en avant, je vais commencer par ce qui semble être assez consensuel aujourd'hui, la thématique de la technologie et notamment des semi-conducteurs et des équipements sur les semi-conducteurs est une thématique et un secteur qui est surpondéré en portefeuille. On a la thématique des industriels au sens large également sur lequel on est très confiant pour voir une croissance des résultats en 2026. Alors, le segment industriel est très diversifié et très large. Ce qu'on apprécie au sein de ce secteur-là, c'est le secteur de la défense. Sans surprise, on sait très bien que les pays européens, et notamment l'Allemagne, va véritablement accélérer au niveau de ses dépenses de défense en 2026. Et donc là, les groupes européens devraient en bénéficier. Et également au sein du secteur industriel, on aime ce qu'on appelle les electricals et des groupes qui, là aussi, devraient bénéficier d'un environnement porteur en 2026. Ce qui est un petit peu moins consensuel et qu'on apprécie également, c'est le secteur de la medtech, des équipements et des services médicaux, qui est un secteur qui a quand même pas très bien performé l'année dernière et même, je dirais, depuis 2-3 ans. Et là, on pense qu'on a des acteurs qui devraient retrouver une bonne dynamique de résultats en 2026. Et aujourd'hui, ce n'est pas totalement consensuel et les investisseurs ne sont pas positionnés sur ce type de thématique. Et enfin, il y a un grand débat dans notre industrie, mais nous, on reste très confiants aujourd'hui sur le secteur du luxe qu'on a fortement renforcé depuis quelques mois. Et on considère que ce secteur-là devrait être capable d'afficher une croissance à 2 chiffres en 2026. Donc, les industriels, la technologie, la medtech, le luxe. Donc, vous voyez que dans ces convictions, on a énormément de valeurs de croissance. Je mentionnais tout à l'heure la forte sous-performance des valeurs de croissance en 2025. Et on pense que cette année, ces valeurs-là ont la capacité de rattraper une partie de leur retard. Et dans le scénario positif du marché de 2026, on pense que ces valeurs-là peuvent surperformer. Pour être totalement transparent et peut-être modérer parfois un petit peu ses propos, mais il y a des risques, bien évidemment, sur ce marché qu'il faut suivre. Le risque, il est lié à ce scénario central qui est important sur la croissance des résultats. On a vu qu'en 2025, on avait eu des révisions en baisse sur les résultats, notamment du fait de la dépréciation du dollar contre euro. Donc c'est un sujet à suivre de près. Et puis en plus, on a toujours ces risques. Je dirais, on commence malheureusement un petit peu à s'y habituer, mais il faut être vigilant sur les risques politiques et les risques géopolitiques. Et si je devais rajouter un dernier risque à monitorer, c'est le risque plus global de la dette publique. On voit bien que les sujets politiques et les tensions qu'on a au niveau politique résultent très souvent d'un problème de dette publique.
Et la dette privée, et là aussi au sens anglo-saxon du terme, hein, sur le non-coté. On a vu en fin d'année dernière aux États-Unis notamment quelques accidents. Et si en effet ce robinet de financement aux États-Unis qui est important venait à se fermer ou à se tarir, bien évidemment on pourrait assister à un ralentissement assez fort au niveau de la croissance économique américaine. Donc c'est un sujet à suivre. Mais encore une fois, je parle ici de risque qui se cantonne à notre scénario de risque et véritablement le scénario central est un scénario positif sur 2026 et notamment sur la première partie de l'année.